ministère et l'ensemble, en tout cas, des parties prenantes actuellement qui sont présents. Donc, sans plus tarder, on va permettre aux représentants des ambassadeurs de prononcer quelques mots à l'endroit de cette initiative. Merci beaucoup. J'avoue que je suis pris au dépourvu, donc on vient de m'informer tout de suite que je dois prendre la parole. Et donc, je vous adresse les salutations fraternelles et prières de l'AMS, M. Omar Ba Ambéché, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Donc, je remercie le ministère en charge de l'environnement et donc Enda Énergie et nos partenaires techniques et financiers pour la conduite exemplaire donc, du processus de construction de la stratégie de développement à long terme de notre pays. Notre message est simple. La LTS vivra dans les territoires où elle ne vivra pas. Ce sont nos communes rurales, urbaines et côtières qui sont la première ligne de résilience de l'innovation sociale et de la sobriété carbone. Au nom de l'AMS, je prends ici 3 engagements. 1. Territorialiser la LTS. Chaque commune s'emploiera à traduire la stratégie nationale en plans et projets locaux concrets. Énergie durable pour les services publics, gestion des déchets, assainissement, mobilité et restauration des écosystèmes. 2. Renforcer les capacités et le suivi. Nous désignerons des points focaux climat et mettrons en place un suivi simplifié des résultats afin de mesurer, apprendre et partager entre communes. 3. Mobiliser et cofinancer avec nos partenaires. Nous ouvrirons la voie à des montages financiers réalistes à la hauteur des priorités locales envers la transparence et la population citoyenne. Nous formulons ainsi 3 attentes légitimes. La mise en place d'un guichet de financement climat dédié aux collectivités littorales pour passer des stratégies au chantier. Un programme de renforcement de l'ingénierie territoriale afin que chaque commune, petite ou grande, puisse porter des projets bancables. Et une coordination renforcée entre l'État et les agences et les communes pour accélérer les décisions et lever les obstacles administratifs. De Nguyen, bon, c'est normal, aux autres communes du Sénégal, nos communautés femmes, jeunes, nos communautés femmes, jeunes, organisations paysannes et acteurs économiques sont prêtes à aligner sur l'accord de Paris et la vision 2050. Nous voulons bâtir des trajectoires sobres et résilientes qui créent des emplois, protègent nos ressources et améliorent la qualité de vie. Que cette session marque un pacte de mise en œuvre, l'État qui facilite, les partenaires qui appuient et les communes qui agissent. Ensemble, faisons la RTS une réussite visible dans chaque territoire. Je vous remercie. Merci vraiment, monsieur le maire. Et je pense que ceci entre en droite ligne avec la socialisation qui était prévue pour ce processus et arriver à décliner ces stratégies à l'échelle aussi territoriale. Et je pense que les attentes sont bien notées et je pense que sont des attentes aussi pertinentes et aussi stratégiques. Donc, ceci, c'était le premier mot d'ouverture pour nous permettre maintenant de commencer de présenter de façon succincte le rapport, parce que c'est un rapport technique, mais on a essayé le maximum possible de revenir sur quelques éléments importants par rapport à la stratégie qui a été élaborée. Si on peut projeter l'écran, s'il vous plaît. Donc, par rapport à ces stratégies, je pense que Fatma et Yahya sont vraiment bien revenus sur l'approche. On n'a pas besoin de revenir sur l'approche. Une approche de co-construction. Next slide, s'il vous plaît. Qui s'occupe? Est-ce que je peux avoir le pointeur pour dérouler? OK. Le rapport, tel que ça a été conçu, comprend 6 grandes composantes. Le cadre méthodologique, mais juste en commençant par le contexte global, mais surtout national, en faisant allusion aussi à l'échelle territoriale. La démarche méthodologique, qui, on va le voir, c'est une démarche intégrée, mettant en avant le développement des capacités en prospective, mais le nexus multisectoriel pour arriver à des transformations systémiques. La vision de long terme, c'est la deuxième partie. Parce qu'en 2023, ce même processus a été mis à profit
pour élaborer la vision à long terme par rapport au changement climatique et qui est en phase avec la vision 2050. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Et la troisième composante revient maintenant sur la méthodologie que le GIEC a utilisée pour analyser pas seulement la vulnérabilité, mais les risques climatiques sur l'ensemble des secteurs. Agriculture, pêche, élevage, mais aussi énergie. On a ajouté la composante énergétique qui n'était pas bien pris en compte dans l'analyse du risque climatique au Sénégal. Et ça a été fait aussi de façon à ce que les derniers modèles du GIEC soient utilisés. Donc c'est le CIMP 5, 6 qui a été utilisé pour en tout cas arriver à analyser les tendances climatiques. Et c'est l'ensemble aussi des aléas qui ont été ciblés aussi. Donc la quatrième composante qui, je pense, constitue le cœur de la stratégie, ce sont les trajectoires de développement sobre en carbone. Et ces trajectoires épousent 4 transitions énergétiques, industrielles, agricole dans son sens large du terme, mais incluant aussi la gestion des ressources en eau et la gestion des terres. Et la quatrième, c'est la composante la plus englobante, c'est l'infrastructure. L'infrastructure incluant la mobilité, pour parler de services, la gestion des déchets solides et liquides, et enfin l'aménagement du territoire. Donc c'est la composante infrastructurelle. Et enfin, la dernière composante, c'est la transition industrielle. Industrielle, et qui, en tout cas sur le plan méthodologique, épouse un peu aussi l'horizon temporel aussi de la CDN 3.0. Là aussi, je vais revenir sur cet élément. Et donc, la cinquième composante revient maintenant. Je pense que c'est bon d'avoir toujours une estimation, les impacts en termes d'atténuation, mais aussi, il est bon de savoir aussi comment ces trajectoires vont impacter le vécu quotidien des Sénégalais, mais aussi dans son ensemble. Donc, les impacts économiques ont été aussi analysés. Et enfin, je pense enfin, ce sont les mesures d'ordre transversales, donc tout ce qui est transfert de technologie. Et on revient sur le point souvent qui n'est pas abordé dans les LTS, c'est la question des minéraux stratégiques. Lorsqu'on parle de transition énergétique, on sait exactement qu'on ne peut pas le faire sans pour autant avoir une mainmise, en tout cas une gestion rationnelle de ces minéraux stratégiques. Et donc le genre aussi bien y compris. Next slide. Slide suivant. Et donc là, je pense qu'on peut s'en passer. Juste pour dire que ce sont ces composantes qui, en tout cas, ont été mises en place sur le plan technique, qui ont abouti, en tout cas, à la co-élaboration de ce processus. Donc, juste pour, en termes de résultats, ça c'est sur l'analyse du risque climatique. Je l'ai dit tantôt, c'est l'ensemble des aléas, les vagues de chaleur, l'inondation, la sécheresse, aussi la sécheresse, ont été bien analysés suivant le pas de temps considéré, en tout cas par les météos, par les climatologues, mais aussi on a essayé d'analyser l'impact de ces climats sur les différents secteurs qui ont été identifiés. Mais ce qui est intéressant, en termes de mesures d'adaptation et de trajectoire, on s'est appuyé simplement sur les PNA, les programmes nationaux d'adaptation qui ont été déjà élaborés. Donc heureusement, au Sénégal, on vient juste de finaliser, en tout cas, la plupart des PNA, en tout cas sectoriels, qui ont été ciblés. Donc toutes les mesures qui sont dans la LTS proviennent exactement des plans nationaux d'adaptation. Next slide. Slide suivant. Donc ça c'est un des résultats, je peux dire, importants du processus. Ce qu'on a fait, on a identifié des scénarios dans la transition agricole. Et on a fait une juxtaposition entre les scénarios climatiques et ces scénarios de transition. Et donc, on voit que ici, comme vous le voyez, le scénario le plus pessimiste, ce qui nous intéresse le plus, c'est que le scénario agroécologique, on sait que c'est le scénario optimal qui peut, dans un premier temps, peut-être avoir des rendements faibles, mais sur le long terme, on voit que ce scénario en vert prend le dessus sur les autres scénarios. Ce qui montre un peu, en fin de compte, que les politiques qui sont en train, et les mesures agroécologiques qui sont en train d'être mises en œuvre, peut-être ne peuvent pas avoir des résultats dans l'immédiat, mais sur le long terme, ils vont quand même permettre au Sénégal d'avoir la souveraineté alimentaire, mais résilient au changement climatique. L'autre scénario, le S3, qui est un scénario intégré, renforce la souveraineté alimentaire. Donc, ce sont des résultats qui montrent exactement comment le climat peut affecter un secteur, mais quels sont aussi les niveaux d'importance des mesures appliquées sur ce secteur pour arriver à des transitions, en tout cas sobres et résilientes au carbone. Next slide. La nouveauté aussi qu'on a ajoutée, c'est la foresterie. La foresterie, on savait qu'on ne peut pas analyser l'agriculture
en mettant de côté donc on a essayé le maximum possible à travers les scénarios de l'agriculture d'intégrer, d'analyser qu'est-ce qui pourrait être le potentiel de séquestration entre les différents scénarios. Toujours est-il que le bilan séquestration est toujours plus important dans le scénario optimiste, le scénario S3, qui est le scénario intégré dans la transition agricole. Donc, on a mis ensemble l'agriculture, l'élevage, la pêche et aussi, comment dirais-je, la foresterie. Next slide. Et là aussi, c'est très important. En termes de modélisation, souvent, cette dimension pêche et aquaculture est occultée dans la plupart des LTS. Nous, ce qu'on a essayé de faire à travers les scénarios climatiques, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait être l'impact sur les ressources, aussi bien pour la pêche continentale et maritime, mais aussi l'aquaculture. Toujours, les résultats sont intéressants. On voit que toujours, le scénario S3, qui est le scénario intégré entre l'agroécologie et la productivisme, en tout cas, arrive au-dessus, mais toujours, c'est sur le long terme. Donc, on voit que l'action d'aujourd'hui, certes, ne peut ne pas avoir des résultats escomptés en termes de productivité, mais sur le long terme, ça peut aider davantage à, en tout cas, renforcer la souveraineté alimentaire. Ça, c'est sur l'agriculture. Donc, maintenant, pour l'énergie, allez-y. Pour les trajectoires, je pense que ça, ce sont les différents scénarios qu'on a mis en avant dans l'exercice. Vous voyez que on part toujours du business as usual vers des scénarios optimistes, intégrés. Et ces scénarios traduisent, en tout cas de façon concrète, les déclinaisons stratégiques du secteur en question. Et donc c'est parce que c'est un travail de co-construction. Mais si on va sur l'énergie, qui en tout cas nous intéresse le plus, en tout cas qui est très important dans ce processus, le focus gaz, next slide. Focus gaz. On voit que cette figure montre un peu la part des énergies renouvelables à travers les différents scénarios. Par rapport au Sénégal, en 2030, il y a cet objectif de 40% dans le mix, à partir des énergies, en tout cas venant des énergies renouvelables. L'ensemble des scénarios, à part le business, en tout cas, vont en tout cas atteindre cet objectif. Mais nous, ce qui intéressait le plus, c'est comment, en utilisant le gaz, on peut parvenir à renforcer l'objectif de l'accès universel, mais aussi au-delà de 2030, qu'est-ce qui pourrait être les trajectoires optimum, mais aussi importants pour le Sénégal. Donc, on réfléchit aussi sur l'après 2030. Et je pense que ça aussi, c'est l'intérêt d'avoir ces stratégies sur le long terme. Et on voit que aussi, le scénario optimiste, le scénario S3, va au-delà de 60% en 2050, parce qu'on considère quand même, avec l'ensemble de l'ambition politique, ne pourrait se limiter seulement à l'utilisation simplement du gaz, mais aussi au-delà de cela, avec l'ensemble des politiques d'efficacité énergétique, on peut en tout cas arriver à renforcer le mix énergétique jusqu'à cette heure. Cela demande quand même un cadre favorable plus approprié pour cela. Next slide, je pense que je vais... next slide. Là aussi, c'est un des résultats de la production d'électricité et qui intègre actuellement le nouveau plan même de la Sénélec qui a été actualisé récemment. Donc, ces résultats, en tout cas, intègrent aussi les différentes évolutions du secteur en question. Next slide. Concernant l'infrastructure, comme je le disais, on a intégré les 3 sous-secteurs, mobilité, aménagement, mais aussi gestion des déchets. Et là, on parle de territoire en transition, de territoire qui comprend ces différents aspects. Et les 3 scénarios reflètent exactement, pour la modélisation énergétique, qu'est-ce qui pourrait être l'évolution de la demande énergétique dans ce scénario. Mais vous voyez que toujours, à part le business as usual, le scénario optimiste qui est en tout cas au-dessus, comment dirais-je, en bas, a une demande énergétique plus faible en 2050 parce qu'on met en place l'ensemble des options technologiques en termes de mode de transport à capacité, mais aussi en termes d'énergie renouvelable et aussi en termes d'efficacité énergétique même dans le secteur. Donc ceci montre exactement que la demande énergétique dans le secteur peut être jugulée si on met ensemble tous ces efforts actuellement que le Sénégal est en train de faire aujourd'hui, mais aussi au-delà de 2030 et 2050. Donc ça, c'est aussi un des résultats phares importants de ce processus qui montre que l'efficacité, l'atténuation des changements climatiques dans ce secteur est aussi bien réelle et peut être aussi explorée. Le next slide. Pour les déchets, on peut avoir, par rapport aux travaux qu'on a fait, des émissions cumulées de l'ordre de 3 930 000 millions de tonnes
de CO2 en 2050, avec en tout cas le concours des mesures qui sont ciblées ici, la valorisation énergétique qui peut passer de 3 à 50% en 2030. Là, on parle d'objectifs. Le brûlage à l'air, on va l'améliorer avec les technologies possibles, de 15% à 1% et même moins. Et aussi la réduction des décharges sauvages, donc actuellement qui est à l'ordre de 68. Vraiment, c'est une politique ambitieuse, mais quand même je pense que aussi c'est l'objet de ces travaux de modélisation pour indiquer ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut atteindre en termes d'émissions, de réduction d'émissions. La gestion des déchets liquides, s'il vous plaît. Ce qu'on a fait aussi, les mesures, toutes ces mesures aussi sont parfaitement alignées avec la CEDEN. Et surtout, les résultats qu'on a obtenus, c'est toujours 2025, 35 parce que c'est l'horizon temporel de la CEDEN et 2050. Et cette figure aussi montre un peu comment la mise en œuvre de ces différentes mesures peuvent aussi aider à, en tout cas, atteindre l'objectif de réduction des émissions qui sont déclinés par le Sénégal. Donc, c'est tout un paquet de mesures qui ont été orientées. Et je pense que juste l'économie qui reste, l'économie, industrie, oui. Industrie, je pense que ça est, je l'ai dit, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on assiste à une réduction, en tout cas progressive, du charbon dans le circuit industriel. Et les résultats qu'on a pu obtenir entre ces trois scénarios montrent exactement le potentiel de réduction des émissions. Entre les scénarios qui traduisent l'organisation, la réorganisation des filières agricoles, le scénario qui est axé sur les zones, les écoparcs, et un scénario qui cible les industries à haute intensité. Et donc, on peut avoir jusqu'à une réduction de 73% en 2050 pour le dernier scénario. Donc, je pense que c'est important comme message pour dire que la combinaison de ces efforts peuvent aider. Donc, je pense que c'était l'économie. Pour l'économie, on a fait la modélisation avec le modèle T21 de la DGPE, mais aussi couplé avec le modèle d'équilibre général calculable. Et ce qui est intéressant, on voit que la combinaison de ces différents scénarios, surtout le scénario optimiste, en tout cas permet d'améliorer le niveau de la productivité au niveau du Sénégal, mais surtout pour le transport aussi. On voit que les investissements actuellement, dans le court terme, peuvent en tout cas avoir des effets positifs sur le bien-être des populations, surtout avec les investissements en relation avec les moyens de transport capacitaires, par exemple pour le TER et le BRT, et en tout cas l'ensemble des... Donc je pense que ceci, c'était une présentation d'un document très volumineux, qu'on ne pourrait pas présenter sur 10 minutes, mais je pense qu'on a fait l'effort de montrer un peu les résultats importants et qui sont en tout cas, comment dirais-je, pertinents pour en tout cas cette side event. Donc je pense que avant d'ouvrir la discussion, on peut permettre aux acteurs qui ont contribué à ce processus, parce que la finalité de ce processus, c'est qu'elle aide le Sénégal à décliner de façon opérationnelle, comme l'a dit M. le maire tantôt, les trajectoires sur le terrain avec l'ensemble des acteurs. Et donc ceci a été fait avec des acteurs. Donc je pense qu'on peut déjà commencer avec Taban, le directeur Taban. Donc Taban peut juste revenir, je pense que parce qu'on est un peu contraint par le temps, sur quelques minutes, 2-3 minutes maximum, sur l'importance de ce processus. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est comment ce rapport peut vous aider dans le futur, actuellement et dans le futur, à décliner des objectifs sobres en carbone dans le secteur. Taban, 2 minutes, monsieur le directeur. Voilà. Bonjour à tout le monde, je me présente d'abord. C'est Samuel Taban, directeur du redéploiement. Taban, oui. Ah. Voilà. Voilà, je disais tout à l'heure, c'est Samuel Taban, directeur du redéploiement industriel par intérim. Bon, sauf que ça me va 2 à 3 minutes. Voilà, après un long processus de 2022 à 2025, voilà, pour de vrai, ce n'est pas aussi évident, sachant qu'on n'a pas l'éloquence du directeur qui est là, mais bon, on va essayer de s'y employer. Maintenant, revenons pour le volet industrie de cette stratégie. Voilà, il faut reconnaître en amont
Voilà, on était sur 2 années charnières, plus ou moins, 2024 et 2025. Mais là, on a eu la chance d'avoir un alignement, aussi bien par rapport au référentiel antérieur, mais également par rapport à l'actuelle référence. Je pense que Samba l'a bien précisé, surtout par rapport aux 4 moteurs de croissance, les 3 scénarios qu'on a eu à retenir, du point de vue horizontal comme vertical, se retrouvent en parfaite harmonie, comme je pourrais le dire, avec, avec la nouvelle du moins, stratégie nationale de développement. Bon, là, Samba l'a cité tout à l'heure, il fallait penser à la structuration des filières agroalimentaires prioritaires qu'on retrouve sur les moteurs de croissance. Maintenant, l'autre, c'est la transition vers des écoparcs. Bon, là, qui prend en charge, comment dirais-je, les zones industrielles. Qui dit zone industrielle embrasse à la limite les 3 moteurs de croissance, voire 4 moteurs de croissance. Et la dernière, c'est les industries à haute intensité énergétique, qu'on va retrouver où? Essentiellement sur le moteur de croissance industrielle extractive, mais également industrie manufacturière. Pour dire, par rapport à la SND, on est en phase. Mais également, ce long cheminement a permis, lors de l'élaboration de la nouvelle lettre de politique sectorielle, d'intégrer, peut-être pas de façon spécifique, la prise en charge de la question climatique, mais au-delà, viser l'approche développement industriel durable pour combler aussi bien l'enjeu climatique, mais également la prévention de tout ce qui est pollution et nuisance. Voilà en termes d'alignement. Pour aller vite, maintenant, en termes de perspective, je pense tout au long de ce processus de 2022 à 2025, on a beaucoup appris. Une approche inclusive. Bon, inclusive, mais là je ferai une dichotomie inclusive peut-être pour un début conjoncturel. Peut-être basculer vers une approche inclusive et structurelle. Autant les structures fonctionnaient ensemble juste dans le cadre d'initiatives, mais je pense qu'il est temps maintenant, de point de vue, de façon pérenne et permanente, que les structures, que ce soit au sein du ministère en charge de l'industrie, mais également entre départements, entre autres départements, entre l'industrie et les autres départements, parce que comme je l'ai dit, nous sommes à la croisée de plusieurs chemins. Nous aurons acheminé avec le ministère de l'Énergie, de l'Agriculture, bon, les déchets, bon, même s'ils sont maintenant avec l'environnement, là, on attend en perspective à acheminer ensemble avec eux. Maintenant, pour terminer en 1 minute, concrètement, qu'est-ce qui est en train d'être fait déjà au niveau du ministère pour avoir cette dynamique qui puisse être pérenne? Là, on est en train de le démarrer déjà au sein du ministère. Autant les structures du ministère fonctionnaient de façon décusue, là, pour l'instant, de façon informelle, on a mis en place une task force industrie verte. Bon, là, et c'est accepté également par le cabinet qui va migrer vers une cellule développement industriel durable dans l'organigramme du décret organisant le ministère. Bon, tout ça, c'est acté. Et le dernier pilier, maintenant, nous étions dans un objectif de co-construction, une trajectoire à long terme. Ça suppose qu'il va falloir les séquencer également sur des pas de 5 ans, ensuite 10 ans, ainsi de suite. Et là, bon, je pense que le travail est déjà lancé. Pas plus tard qu'hier, certains ont reçu un mail allant dans ce sens. On compte lancer une étude portant stratégie de promotion de l'industrialisation verte, qui prendra en charge aussi bien d'autres initiatives en compte, notamment élaboration CDN, ciment bas carbone, mais également tous les résultats auxquels nous sommes parvenus dans le cadre de cette initiative seront capitalisés pour rendre opérationnel tout ce qui a été développé dans ce sens. Voilà, sinon, on pourra en discuter tout à l'heure. On a beaucoup à partager. Et là, nous sommes heureux, histoire de remercier ENDA et les 2 ministères de tutelle. En tout cas, merci beaucoup. Merci, directeur. Je pense que vous pouvez parler autant parce qu'on on a fait beaucoup de sessions ensemble. Mais je pense que vous l'avez dit, comment on peut décliner cette stratégie sur l'opérationnel. Et je pense qu'à ce titre, on va inviter l'AFD, parce que je pense qu'elle doit aussi quitter tout à l'heure, pour aussi échanger, partager quelques éléments pour la mise en œuvre. Je pense que ça, c'est important, des trajectoires qui ont été déjà définies. Oui. Oui, merci beaucoup. Je me présente, Atika Benmayid, responsable adjointe de la division climat et nature de l'AFD. Merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement et d'avoir écouté l'ensemble des interventions. Je veux juste faire une petite parenthèse par rapport à l'année dernière. Vous aviez déjà organisé un événement et dire à quel point par rapport à l'année dernière, le progrès qu'il y a eu sur ce programme, et bravo à ENDA pour tout ce travail, on a des bons résultats.
Et l'année dernière, l'échange était avec d'autres représentants d'autres pays qu'on a pu aussi accompagner avec la facilité 2050 sur la thématique de comment on peut apprendre les uns des autres pour améliorer les processus. Et là, en vous entendant, je me dis, en fait, maintenant, il faudrait refaire la même chose parce que en fait, ce qui a été fait au Sénégal sur la co-construction, c'est ce qu'on a envie de répliquer ailleurs. Et donc, en fait, maintenant, il faudrait refaire le même événement et dire, en fait, c'est ce modèle qu'il faut refaire. Et c'est d'autant plus important que lorsqu'on accompagne les transitions, il y a ce sujet, et on l'entend tous, notamment dans les négos, des questions de transition juste. Et l'acceptabilité des changements, c'est avant tout le processus. Et vous l'indiquiez, monsieur, aussi, c'est que, en fait, maintenant, c'est un outil qui existe, qui va évoluer, qui va continuer à prendre en compte l'évolution des évolutions politiques, économiques. Et c'est comme ça qu'on peut accompagner les transitions. Et c'est pour ça que je trouve que cet appui, il est intéressant dans à la fois le processus et les résultats que vous montriez, qui étaient très intéressants. Merci beaucoup. Parce qu'il montre comment, en fait, c'était pas juste faire des modélisations, c'était aussi accompagner dans la mise en place d'un cadre qui pourra être mis à jour au gré de ce que le gouvernement voudra au fur et à mesure des années. Et donc c'est vraiment, l'outil existe désormais et maintenant comment on va pour la suite. Et donc pour répondre à votre question, bien sûr, l'AFD est encore très impliquée au Sénégal, au-delà même de cet appui sur la stratégie long terme. J'ai envie de dire, c'est peut-être un des pays dans lequel on est présent sur tous les secteurs et depuis longtemps et avec grand plaisir et un très beau partenariat. Et notamment la JETP, mais pas que. Je sais qu'il y a des études en cours dans le cadre de la JETP pour essayer de voir ensemble, notamment sur les sujets énergétiques, comment on peut construire un partenariat encore plus fort. Merci encore de nous avoir invités et félicitations pour cette stratégie long terme. Merci Ben Atika qui est aussi à l'AFD, qui nous a beaucoup appuyé aussi depuis le début. Et je pense que c'est bien noté. C'était pas un processus simplement pour faire des modèles, mais c'était pour mettre en place un processus. C'était ça l'idée. Et donc depuis le début, on a eu des résultats en termes de rapport LTV, LTS, et je pense qu'on va encore aussi produire d'autres rapports, en tout cas au niveau sectoriel. Donc je pense qu'on va aussi continuer dans la même dynamique sur toujours comment appuyer la mise à échelle. Et je pense à ce titre, nous avons aussi M. Lemire du gouvernement du Québec qui est venu aussi pour aussi élaborer un peu, M. Lemire, allez-y, vous pouvez prendre place, pour revenir un peu sur comment aussi le gouvernement du Québec aussi entend aussi jouer sa partition dans en tout cas la mise à échelle et la mise en œuvre des trajectoires déclinées. Merci, bonjour à tous, distingués panélistes, invités. Je vous remercie pour ces discussions qui sont fort intéressantes. La stratégie de développement à faible émission à long terme du Sénégal représente une étape importante. Elle propose une vision intégrée pour le développement agricole, la foresterie, l'énergie, la pêche et tout cela face aux défis climatiques. Elle relie les objectifs à long terme du pays avec les cadres existants. Elle assure surtout une cohérence entre trois priorités: souveraineté alimentaire, croissance économique et résilience climatique. Depuis 2018, le gouvernement du Québec et la FAO collaborent à travers le projet SAGA. Ce projet soutient les pays les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Sa deuxième phase, SAGA 2, vise à accélérer l'adaptation climatique pour la sécurité alimentaire dans 3 États francophones prioritaires pour nous, le Sénégal, Haïti et la Côte d'Ivoire. Ce partenariat d'une valeur de 10 millions US agit sur plusieurs fronts: les politiques publiques, le transfert d'expertise pour les producteurs et la recherche au niveau local, national et international. Grâce à SAGA 2 et à la FAO, le Québec a eu l'honneur d'appuyer la finalisation de la LTS, en particulier pour le secteur agriculture, foresterie et autres utilisations des terres, l'AFAT.
en partenariat avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique du Sénégal et l'ensemble des parties prenantes nationales. Pour nous, c'est la démonstration concrète de ce que la coopération internationale peut accomplir. Accompagner des trajectoires de développement ambitieuses pour le climat, mais ancrées dans les priorités nationales. Je tiens vraiment à saluer le leadership du Sénégal et la qualité du partenariat avec la FAO. Mais il y a plus, au-delà des politiques, le Québec soutient aussi des initiatives sur le terrain. Elles ont un impact réel pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques au Sénégal. Et je peux en témoigner personnellement, puisqu'en 2018, j'ai eu le privilège de mener une mission au Sénégal dans le Ciné Saloum. Nous y avons évalué plusieurs projets issus du programme de coopération climatique internationale du Québec, ce qu'on appelle le PCCI. Ce programme vise l'atténuation des changements climatiques au sein des pays francophones d'Afrique et des Antilles et l'adaptation des communautés locales aux impacts de ceux-ci. Depuis sa création, il a soutenu une quinzaine de projets au Sénégal, totalisant plus de 12 millions de dollars en investissement. Bref, pour nous, il y a plusieurs façons d'investir. Nous avons un autre programme, le programme Québec Francophonie en formation technique, qui a reçu, encore une fois, 4 millions de subventions. Donc, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes vos partenaires. Nous serons là. Et si ces initiatives sont si appréciées, c'est certainement aussi grâce à la délégation générale du Québec à Dakar qui agit en jouant un rôle vraiment stratégique pour renforcer les liens entre le Québec et le Sénégal. Je remercie encore une fois la FAO et tous nos partenaires sénégalais pour leur engagement et leur vision. Merci beaucoup. Merci M. Jean Lemire, qui est l'émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques arctiques du gouvernement du Québec. Merci encore pour cet engagement renouvelé du Québec qui nous a permis déjà de faire la LTS, mais sur le secteur agricole, qu'on va bien sûr appuyer, à finaliser avec les travaux de la modélisation. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'engagement pour l'appui à la mise en œuvre des trajectoires déjà définies. Donc, dans la même dynamique, on va inviter, we will invite our colleague from African Climate Foundation to just share a bit on how they can better engage in this process, not just only for the modeling support, but afterwards. Zira is from African Climate Foundation, so you have 2 minutes just to share a bit on some insight. Thank you very much for the kind invitation. It's a real pleasure to participate at this event. And I would like to, first of all, congratulate the Senegalese government and the team for successfully launching the LTS. So from an ACF perspective, we think that climate and development should go hand in hand. The moment you have climate agendas separate from the broader development agenda, it makes it much more difficult to implement either. So importantly, I would like to encourage the Senegalese government to share lessons from their LTS development with other African countries that are developing long-term strategies. Then secondly, the second, I guess, remark I would like to make is on linking finance with the LTS. In many countries, or like in Nigeria, a few other countries where we work in as ACF, we have countries with very ambitious plans, but their spending and their fiscal policy doesn't match those plans. So my encouragement is that the fiscal policy should be in line with the LTS that has been launched today. So thank you so much, and great to be here. So thanks a lot. I think, Zira, you have summarized a bit on what are the next steps and also some key aspects that we have to put into the whole agenda of the LTS, because not only the report, but also think about the fiscal environment, and also to link together the development. I think that what we have done so far, we have tried to match
as much as possible the development objective with the climate goal. But for sure, we will try to better engage. So, yeah, over to you. So now, we will now... excusez-moi. Donc là, on va continuer avec toujours les leads, ceux qui ont rendu ce travail possible. Je pense qu'il y a Malo. On va lui demander de faire 1 minute, 2 minutes sur toute sa contribution. Malo représente le secteur de l'assainissement. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur ce processus. Donc, Malo, 2 minutes, je sais que vous pouvez le faire en tant que docteur. Merci beaucoup. En tout cas, remercier ENDA pour tout l'accompagnement et l'appui, en même temps que l'AFD qui finance en tout cas beaucoup de nos projets au niveau de l'assainissement liquide. Par rapport à ce processus, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une meilleure compréhension de l'apport de l'assainissement liquide au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il fallait en un premier temps faire un diagnostic donc, de la chaîne d'assainissement. Et on peut dire que, par exemple, il y a des maillons qui sont générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Pour l'assainissement liquide, on cible essentiellement 2 types de gaz. Donc, nous avons le méthane, le CH4, et le protoxyde d'azote. Dès qu'on cible ces 2 gaz, nous avons les maillons qui génèrent, en tout cas, ces émissions, tels que les fosses septiques, donc la durée dans les fosses, donc permet une dégradation donc, des effluents, ce qui fait qu'on a une génération de gaz à effet de serre. Au-delà des fosses septiques, nous avons aussi les systèmes de traitement. Nous avons les stations d'eau activées, les biodigesteurs, les lagunages qui génèrent aussi des gaz à effet de serre. Et le 3e et dernier maillon qui génère aussi des gaz, ce sont les milieux récepteurs. Quand l'effluent qui est traité n'est pas, en tout cas traité de manière complète, l'effluent continue à se dégrader au niveau de ces milieux. Donc, ce qui génère aussi des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, nous avons fait un travail de modélisation avec l'outil fourni par ENDA. Et on a pu prendre comme année de référence 2019 et se projeter jusqu'à horizon 2050. Et par rapport à cela, on a obtenu 4 scénarios ou 4 trajectoires. Donc la première trajectoire, c'est la trajectoire en tout cas considérée comme moins optimiste, BAU, Business as usual, et 2 scénarios intermédiaires et un dernier scénario beaucoup plus optimiste qu'on appelle le S3. Et pour cela, on a pris des batteries de mesures, ou bien en tout cas l'ensemble des mesures pour pouvoir appliquer une certaine atténuation des gaz à effet de serre et aussi être résilient par rapport aux infrastructures. Parmi ces mesures, on peut citer la densification aussi du réseau. Parce que c'est vrai que 70% de nos populations utilisent l'assainissement autonome, mais pour des villes densément peuplées, donc ce n'est pas un système qui peut en tout cas atténuer en tout cas l'effet climatique. Raison pour laquelle on demande une densification du réseau. On demande aussi une réhabilitation donc, des stations d'épuration et un choix technologique. Parce que c'est important aujourd'hui, avec une technologie maîtrisée telle que le biogaz, on parvient non seulement à baisser nos émissions, mais en même temps, on fait de la cogénération pour assurer donc, l'efficacité énergétique. Au-delà donc, de cette efficacité énergétique, on a un renforcement des équipements qui permet de faire un traitement primaire, secondaire et tertiaire. À partir de ce moment, on obtient des sous-produits de meilleure qualité qui peuvent être réutilisés dans le domaine de l'agriculture. Donc, qui connaît l'Office national d'assainissement du Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit pas moins de 50 millions de mètres cubes qui transitent au niveau de nos stations par année. Donc, ne serait-ce que la moitié, si on le réutilise dans l'agriculture, ceci permettra de participer à la sécurité alimentaire et créer aussi de l'emploi, créer une économie circulaire. Donc, ce que nous demandons, en fait, c'est un appui des potentiels bailleurs pour pouvoir donc financer les projets conditionnels. Parce que sans ressources financières, on ne pourra rien faire. Et aujourd'hui, on sait que l'assainissement est un secteur qui est transversal, qui touche aussi bien l'énergie, l'agriculture, l'économie, la santé des populations. Donc,
Je sais que le temps m'est compté, donc voilà ce que je voulais partager avec l'assistance. Non, Merci. je pense que vous avez tout dit. C'est un secteur maintenant transversal. Merci. Et je pense qu'on a besoin de ressources pour la mise en œuvre de ces projets dont vous avez fait mention. Et donc la modélisation vous a permis d'avoir une estimation du potentiel d'atténuation de ces différentes mesures. En tout cas, c'est bien noté. Je pense que c'était aussi ce qui était aussi demandé par rapport à cette intervention. Donc sans plus tarder, on va continuer avec toujours dans le même secteur, mais ça c'était le liquide. Mais donc, il y a le solide. Aïssatou, s'il vous plaît, en 2 minutes, parce qu'on est... Merci beaucoup. Comment il s'appelle encore? Samba, merci beaucoup pour la parole. Alors, je représente le secteur des déchets solides, donc la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets, qui a en charge justement au Sénégal la collecte et la valorisation des déchets, surtout dans les territoires nationaux. Alors, on sait que le secteur des déchets solides est un secteur qui est à fort potentiel d'émissions, surtout de méthane. Et donc, actuellement, les émissions pour le secteur sont aux alentours de 12% des émissions au niveau national. Et donc, on sait aussi que la majorité de nos émissions de méthane proviennent des décharges à ciel ouvert et proviennent aussi du brûlage à l'air libre des déchets. Voilà. Et donc, la LTS nous a permis de pouvoir quantifier les gains en termes de tonnes CO2 équivalent par an selon la méthodologie IPCC. Il nous a également permis de modéliser plusieurs scénarios en tenant compte de la croissance démographique. Et il nous a aussi permis de déterminer des mesures d'atténuation sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir espérer pouvoir atteindre une réduction de 60% des émissions d'ici 2050. Et donc, les mesures qu'on a identifiées, les mesures les plus efficaces qu'on a identifiées pour le secteur des déchets solides sont au nombre de 5. Principalement la fermeture progressive des décharges à ciel ouvert. Ça a déjà commencé avec la réhabilitation de la plus grande décharge d'Afrique de l'Ouest, qui est Mbebes, avec le Promoged. Ensuite, il y a aussi la valorisation organique des déchets à travers le compostage, ainsi que d'autres types de valorisation. Actuellement, on a un programme de réduction des méthanes sur 20 sites au Sénégal. Nous sommes en recherche de financement. On a un projet pilote qui est déjà en cours au niveau de Diourbel, qui est en train de produire, je pense, 37 000 tonnes de compost pour l'année 2026. Et on cherche du financement pour les 7 autres sites qui sont visés par ce programme-là. Donc, pour le projet pilote, on a reçu un financement de 2 millions de dollars de Carbon Growth Partners et on est en recherche de 18 millions de dollars supplémentaires afin de pouvoir produire du compost, du biochar, peut-être même de l'hydrochar et aussi du biogaz. Et la troisième mesure, c'est la valorisation matière à travers nos centres intégrés de valorisation des déchets. On en a 3 actuellement au Sénégal qui sont en cours en fin de travaux en fait. Donc ils seront opérationnels, je pense, à partir de 2026, mi-2026. Et également la 4e mesure qui est le captage du biogaz. Donc le captage et la valorisation du biogaz. Et en 5e mesure, c'est la réduction de brûlage à l'air libre. On n'a pas de données factuelles sur le potentiel émetteur de cette mesure-là, mais ça émet énormément. C'est le deuxième facteur le plus grand, c'est le deuxième facteur le plus émetteur en fait du secteur. Et donc, si ces mesures-là, si on reçoit en tout cas le financement suffisant pour pouvoir mettre en place ces mesures-là, on peut estimer pouvoir atteindre à l'horizon 2050 une baisse je veux dire, aujourd'hui on est à 2,55 millions de tonnes CO2 équivalent d'émissions. Et donc, avec le financement supplémentaire, on estime pouvoir atteindre au moins une baisse jusqu'à 1 million de tonnes CO2 équivalent. Okay. Voilà. Merci. Donc, merci. Je pense que c'était un bon résumé qui indique exactement le potentiel d'atténuation, mais aussi les ressources nécessaires pour arriver à ce potentiel. Donc c'est important. Donc je pense que le dernier intervenant, c'est monsieur le directeur du CETUD, Gora Sarr, qui va venir un peu en tant que lead du processus, mais aussi avec son collègue Alla,
revenir un peu à la joke du ministère des Infrastructures. Donc, Allah, peut-être, je pense que c'est le directeur veut que vous commencez d'abord, avant. Donc, c'est Allah, juste en 1-2 minutes sur l'importance du secteur des infrastructures dans ce processus. Merci beaucoup. Merci. C'est un secteur qui a été présent tout au long du processus, aussi bien infrastructure et transport. Et durant le processus, c'était la construction et la consultation, aussi bien technique. Et durant le processus, on a eu à élaborer et à travailler des stratégies à moyen, long et court terme. Et le livrable nous a permis de dessiner un avenir beaucoup plus prometteur. Et ce qui est attendu, c'est une acceptation qui est déjà faite parce que nous représentons le secteur, mais une appropriation, surtout nous invitons les décideurs à mieux s'approprier du livrable. Et nous tendons aussi la main à ENDA pour la matérialisation des perspectives. La collaboration a débuté mais n'est pas encore terminée. Et sur ce, des plans d'action ont été élaborés. Et je pense que vous venez quand même de prendre une nouvelle mission pour aller vers un avenir beaucoup plus résilient, sobre et quand même un avenir qui permettrait au Sénégal de mieux s'inscrire sur les objectifs de la CDN, mais aussi de mieux matérialiser son plan national d'adaptation. Et sur ce, le secteur des transports a eu à élaborer des stratégies, a eu à définir des perspectives, mais aussi le secteur des infrastructures a eu à s'adapter par rapport aux recommandations ici des plans nationaux d'adaptation au changement climatique, du plan d'adaptation, du plan de résilience aux infrastructures, pour les infrastructures au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Et nous avons été ensemble, les secteurs aussi bien infrastructures et transports, à consolider les forces pour au moins mieux s'inscrire par rapport aux orientations de cette trajectoire. Et pour dire que c'est un travail quand même qui a été très, très instructif parce que c'était les techniciens qui étaient à la base, qui sont allés à la collecte, la matérialisation et surtout la finalisation du livrable. Maintenant, comme nous l'avions dit, nous devons quand même aller à la rencontre des décideurs. Nous devons aller travailler sur des éléments de langage qui leur permettront de mieux s'approprier. Mais aussi, nous demandons à ENDA de mieux s'approprier des sectoriels. Parce que nous avons un livrable que nous devons quand même continuer pour les prochaines années. Et pour dire que 2 minutes, quand même, ce n'est qu'une gouttelette, quoi. Merci. Et je passerai la parole au DG pour au moins compléter et consolider mes dires. Merci. Okay. Merci Allah. Donc je pense que le directeur du CETUD, qui était vraiment la cheville ouvrière en tout cas de ce processus de transition infrastructurelle, va revenir un peu sur comment ce processus intégré a été matérialisé, mais aussi après, parce qu'Allah l'a dit, en collaboration avec les ministères, qu'est-ce qu'on devrait faire après ce rapport? Et je pense que c'est ça la question actuellement. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que comme ils l'ont dit, 2 minutes c'est un peu trop court, tout ce qu'il y a à dire sur ce point-là. Et déjà saluer l'initiative, vraiment d'avoir fait travailler ensemble les différents secteurs autour en fait d'une stratégie à long terme. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Et je pense que c'est tout bénéf pour le secteur des transports et notamment les transports urbains. Parce que souvent, en fait, le CETUD, en fait, c'est le Conseil exécutif des transports urbains. Tout ce qui est transversalité, tout ce qui est interaction entre les secteurs, vous le verrez plus dans l'urbain. C'est dans l'urbain que tout interagit. Et ce besoin de coordination entre les secteurs, ça se sent plus au niveau de l'urbain. C'est pour dire que c'est comme si vous avez travaillé en fait pour nous. Donc c'est pour dire que
aujourd'hui, en fait, en tout cas pour moi, c'est un outil qui permettra en fait de bâtir une vision à long terme dans le domaine des transports, notamment en matière de transition écologique et énergétique pour les transports urbains. Les transports, en fait, sont transverses. J'ai l'habitude de donner l'exemple un peu. Le transport, c'est comme le corps humain, quoi. Quand tu prends le corps humain, tout ce qui irrigue l'ensemble des organes, vous verrez qu'en fait, que ça permet un peu, c'est le transport quelque part. Il est à un niveau transverse. Vous le verrez un peu dans le secteur agricole, dans le secteur de l'énergie, dans tous les secteurs, vous verrez un peu le transport. Donc, c'est pour dire que quand même, en tout cas, nous, comme l'a dit en fait M. Alledjouk, nous, on s'inscrit, on va s'aligner concrètement en fait à cette vision pour essayer de bâtir en fait une vision à long terme, déclinée en des stratégies, avec des documents de politique qui s'inscrivent un peu dans cette démarche. Maintenant, ça me permet aussi d'embrayer, en tout cas pour opérationnaliser ça. Je pense que c'est la question de fond, c'est à ce niveau-là. C'est beau d'avoir des documents comme ça, mais il faut quand même qu'on trouve les moyens de les opérationnaliser. Et aujourd'hui, en fait, on a souvent des documents de planification, mais on n'a pas de documents de planification intégrés. Et ça, c'est l'occasion de le dire et d'insister auprès de tous les acteurs d'avoir des documents de planification intégrés, des schémas directeurs de développement intégrés. Pas en fait des documents. Aujourd'hui, il y a le CETUD qui a son propre document, il y a ONAS qui a son document, il y a quelqu'un d'autre qui a son document, mais on n'arrive pas à superposer l'ensemble de ces documents de planification pour voir là où se trouvent les incohérences et de gérer un peu les interfaces entre les différents secteurs. Et pour vous dire que c'est tellement important, ça nous est arrivé dans le BRT. Dans le BRT, aujourd'hui, on a eu un schéma, on met en place des bus électriques. Tu mets en place des bus électriques, la question c'est quelle est la source de l'énergie pour alimenter en fait ton bus électrique. Donc tu es en train de dire, je suis en train de faire de l'économie de CO2, mais en produisant en fait du CO2. Donc ce que j'appelais hier en fait jeu à somme nulle. Donc il y a un besoin de mise en cohérence de nos différentes politiques articulées au niveau des documents de planification qui nous permettent d'avoir de la cohérence. Ce travail ne peut pas avoir de sens si on n'a pas des documents de planification intégrés. Et c'est là où ce que disait l'autre en fait était important. C'est dans un cadre conjoncturel, mais il faut que ça soit dans un cadre structurel. Qu'on puisse trouver un schéma de gouvernance permettant de mettre en synergie l'ensemble en fait des acteurs pour arriver à bâtir quelque chose de cohérent. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui nous permet d'impacter. Sinon, ce qui va se passer, c'est comme désolé de donner cet exemple-là. Nous tous, on construit des bâtiments. Quand tu construis un bâtiment, tu laisses le plombier, tu laisses le carreleur, tu laisses l'électricien, chacun faire son travail. À la fin, tu vas démolir ta maison. Ça nous est tous arrivé. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordonnancement, il n'y a pas de coordination. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement important qu'il y ait cette coordination-là entre acteurs pour avoir quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est vraiment en fait un aspect. Le dernier aspect, c'est vraiment en fait le plaidoyer auprès de nos autorités. Je pense que le message, il est important, l'information des autorités. Je pense que le document, il est très technique et il va falloir le traduire dans un langage très simple qui permet aujourd'hui un portage politique avec un engagement fort des acteurs qui doivent travailler ensemble pour arriver en fait à opérationnaliser, pour avoir un agenda clair pour la transition pour le climat. Voilà ce que je voulais dire un peu, même si vous m'avez donné 1 minute, c'est un peu court, mais bon, c'était ce que je voulais dire en quelques mots. En tout cas, merci, monsieur le directeur. Je pense que vous avez résumé, si je puisse m'exprimer ainsi, les attentes de cette side event. C'était après l'élaboration de ce rapport, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et je pense que vous l'avez dit, c'est d'avoir cette démarche intégrée. Donc, que les structures qui ont été déjà les chevilles ouvrières de ce processus puissent se mettre ensemble. Parce que ce sont des trajectoires qu'on a définies ensemble. Donc, évidemment, la mise en œuvre aussi ne doit pas être aussi cloisonnée.
Donc ça, c'est important. Le deuxième point aussi, comme vous l'avez dit, par rapport au portage, au plaidoyer. Les autorités, ils nous ont donné le mandat sur le plan technique à élaborer le document. Maintenant, ce qui reste, c'est maintenant de franchir cette étape. Donc, c'est sûr, il y a déjà un résumé qui a été élaboré, qui sera partagé donc avec tout le monde, qui fait l'économie de ce que j'ai présenté tout à l'heure, mais avec des éléments vraiment plus succincts. Il y aura aussi des policy briefs qui seront aussi élaborés pour chaque transition. Donc, on a commencé par l'énergie, mais on va le faire aussi pour l'ensemble des transitions. Et aussi, je pense qu'en troisième lieu, et revenu là-dessus, c'est l'élaboration de plans de développement intégrés, mais avec une consultation auprès des décideurs. Donc je pense qu'on va essayer de voir avec, en tout cas toujours les deux ministères de tutelle, le format le plus approprié. Parce que je pense que c'est important. On veut tous contribuer à la déclinaison stratégique et opérationnelle de ce processus. Comment le faire? Et je pense qu'on va toujours... Ce processus a été mis en place et bien huilé. Et je pense qu'on va continuer à le renforcer avec en tout cas l'ensemble des acteurs ici présents. Je pense que on a dépassé le timing qui nous était proposé, mais je pense que c'était utile, cette présentation. C'est un rapport provisoire avec les deux ministères. Je pense que si vous, Fatma ou bien Yahya, vous voulez prononcer un mot, mais je pense que c'est important aussi. Je pense que par rapport à l'audience, si on peut leur accorder 1 ou 2 minutes avant de clôturer, parce que c'est important aussi. Je pense qu'il y a, je vois déjà des mains levées. Sinon, ça sera toujours un débat d'experts. Monsieur Tchernondour, oui, représentant l'OMVS. Après, il y a une dame. Voilà, vraiment merci beaucoup et félicitations aussi pour le travail abattu, extrêmement important. Moi, je me nomme Dr Tchernondour, je suis le directeur de l'environnement et du développement durable de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Je suis particulièrement, en tout cas, bon, en fait, je retiens principalement la notion effectivement de cloisonnement, c'est-à-dire la mise en synergie des acteurs dans le cadre effectivement de la mise en œuvre de cette importante effectivement stratégie. Je voudrais peut-être m'arrêter sur le volet énergie de la nouvelle stratégie avec l'apport de l'OMVS que vous connaissez effectivement aide presque les 4 pays membres à respecter les engagements de Paris à travers la production d'énergie propre avec les ouvrages que vous connaissez bien, les barrages hydroélectriques qui constituent une bonne partie, mais également par rapport à la valorisation d'une plante qu'on appelle le TIFA. Aujourd'hui, par son potentiel calorifique, le TIFA est extrêmement prisé. Aujourd'hui, on en connaît beaucoup de conventions, y compris celle qui nous vient de Vinci, donc la plus grande entreprise française en matière d'énergie. Je n'ai pas senti trop l'implication effectivement de cette dimension régionale. En tout cas, on est très preneur par rapport à cette nouvelle stratégie. On devrait, compte tenu effectivement de la place et du rôle du Sénégal dans cette organisation, jouer notre partition pleinement. L'autre aspect, c'est en rapport avec l'importance effectivement de l'agriculture dans la transition agricole que vous avez évoqué tantôt. Il y a des sous-secteurs qui ont des poids variables. Le cas effectivement de la filière semencière. Ce que j'ai vu, en tout cas j'ai vu ici déjà beaucoup d'actions qui se recoupent avec ce que, en tout cas à notre niveau, nous faisons sur divers secteurs et sous-secteurs qui pourraient compléter véritablement. Donc on a une réelle place à jouer par rapport effectivement à la mise en œuvre effectivement de cette nouvelle stratégie. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Tcherno, docteur. Je pense que c'est bien noté. Et juste pour vous rassurer aussi, je pense que je parle sous le contrôle de Yahya aussi. La modélisation énergétique a bien aussi intégré ces sources énergétiques renouvelables dans la modélisation pour en tout cas avoir les résultats que nous convient de présenter. Mais comme vous l'avez dit, on va encore prendre en compte l'aspect régional davantage, surtout dans la mise en œuvre. Je pense que l'OMVS est une structure
en tout cas très importante dans la mise en œuvre et on va continuer cette collaboration dans ce sens. Madame, s'il vous plaît, rapidement. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est Awen Ndiaye de l'Agence de développement municipal. Je voulais juste faire une petite contribution par rapport à ce que le directeur du CETUD a dit et ce que également le représentant de l'OMVS a complété par rapport à la synergie des actions. Parce que nous, dans le cadre des activités que nous menons, spécifiquement dans le cadre de la mise en œuvre du projet, qui est un projet sur l'adaptation au changement climatique, nous avons des études sur la planification urbaine intégrée dont le directeur a parlé. Donc ce serait bien qu'on puisse partager vraiment ces actions et ces études, ces initiatives, et qu'on puisse avoir des documents, mais aussi un cadre d'échange. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur pas mal de domaines, notamment sur l'assainissement, sur les questions d'inondation, sur le transport et autres. Mais ce serait bien qu'on puisse quand même travailler ensemble. Ça ne sert à rien de préparer des documents si les acteurs ne se les approprient pas. Les gens ne savent même pas qu'il y a des documents, il y a des outils qui sont préparés. Et en plus, ça concerne une planification, une gestion urbaine intégrée, mais qui prend en compte également les risques climatiques et les questions de résilience urbaine. Donc ce serait bien qu'on puisse vraiment avoir des échanges entre acteurs. Il y a aussi une plateforme, je donne juste l'information pour qu'on puisse le prendre en compte. Il y a une plateforme numérique d'échange sur la résilience des territoires. Ce serait bien également qu'on partage. Je suis assez ouverte avec ma collègue, on pourra échanger. Et une fois sur Dakar aussi, on pourra partager avec l'ensemble des acteurs et nous approcher les uns des autres. Merci beaucoup. Merci, madame. Vraiment, je pense que c'est une contribution très importante. On a essayé le maximum possible d'intégrer ces éléments, mais je pense que c'est une opportunité encore qui nous est offerte pour renforcer déjà le narratif des scénarios, mais aussi voir comment des inputs nouveaux peuvent être intégrés dans la modélisation. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape serait maintenant de revoir, améliorer le document avec les inputs additionnels. Donc je pense que c'est... On va, je pense, après, avec surtout les études, échanger en parallèle pour pouvoir comment trouver des opportunités dans ce sens. Donc, une dernière intervention parce qu'il y a un side event qui va commencer à 16h30. Donc, c'est fini. Oui. Merci beaucoup. Félicitations à l'équipe de ENDA. Moi, c'est Ndeye Sagne. Je suis la spécialiste sauvegarde environnementale du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Moi, je voudrais poser une question, c'est-à-dire comment faire le link de cette stratégie avec ce qui est en train de faire au niveau des collectivités territoriales en termes d'activités sur l'adaptation et l'atténuation. Parce que nous, on veut élaborer des plans climat pour accompagner ces collectivités territoriales et que c'est une fois que ces plans climat élaborés, quel sera le link avec cette stratégie pour que les communes puissent participer à la mise en œuvre de cette stratégie? Merci. Je pense que c'est une excellente question. Et c'est la question la plus, en tout cas, importante et stratégique. C'est comment arriver à cette déclinaison. Donc nous, ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est dans le choix des transformations systémiques. Vous pouvez couper l'autre micro. Dans le choix des transformations systémiques, pour chaque transition, nous avons essayé le maximum possible d'identifier pas seulement les mesures souvent d'ordre technique, mais aussi les mesures proposées par les différentes politiques de développement territorial. On l'a intégré. Donc on va l'améliorer. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse aussi, c'est par rapport à l'horizon temporel. Donc on ne se fixe pas juste ex nihilo un horizon sur 2050, mais on essaie de faire avant 2050, quels sont, comme Taban l'a dit, les pas de temps de 5, 10 ans, 30, 10 ans, pour voir comment si on définit par exemple, la demande énergétique de la transition infrastructurelle,
comment elle peut apporter des solutions à l'échelle territoriale sur 5 ans, sur 10 ans, avec quels outils et comment le faire. Donc je pense aussi que ça aussi a été bien considéré et donc ce sont des résultats aussi qu'on peut partager. Donc moi je pense que ce qui reste en troisième lieu, c'est d'arriver surtout dans la mise en œuvre, parce qu'il y a la dernière composante du rapport, c'est sur le cadre favorable. Et dans le cadre favorable, il y a tout ce qui est aspect mobilisation des ressources financières, l'intégration de la dimension transfert de technologie, et dans la transfert de technologie, il y a aussi les solutions locales. Donc pas importe ça, mais les solutions locales. Et sur toute la chaîne, de la production jusqu'à la mise en œuvre. Et enfin, la dimension du genre aussi. Donc le cadre favorable sera revu de façon à ce que tous ces inputs venant du local soient bien intégrés dans le rapport actuel. Donc vraiment, pour vous rassurer, on l'a commencé en amont, mais on va continuer aussi à l'améliorer avec tous les acteurs. Donc je pense qu'on pourrait trouver un moment pour renforcer. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cet événement. Ousmane, est-ce que vous pouvez juste me... Une question? 30 secondes. Voilà, merci beaucoup aux différents panélistes. Je voudrais juste poser une question parce que je sais qu'au niveau national, on assiste à plusieurs quand même politiques qui sont déjà mis en place, qui sont engagés. Mais parfois, la question de la synergie se pose. Aujourd'hui, on parle de la vision à long terme, alors qu'au niveau national, et qui intègre les aspects sectoriels, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de secteurs qu'on a présentés qui intègrent cette vision de long terme. Et au niveau national aussi, on a les plans nationaux d'adaptation. Comment aussi la synergie a été faite entre cette vision-là par rapport aussi à ce processus-là? Merci. Merci Ousmane. Donc je pense que, comme je l'ai dit à l'introduction, nous avions élaboré la vision en 2023 à long terme. Heureusement, la vision 2050 aussi, je peux dire que a repris en tout cas les éléments stratégiques de la vision qui a été définie. Mais ce que nous avons fait, on a revu un peu les transformations pour que les axes définis dans la vision 2050 puissent être cohérents et pertinents. Parce qu'à vrai dire, si on présente un rapport qui est en déphasage par rapport à la vision actuelle, c'est peine perdue. Donc c'est un document qui peut en tout cas être rangé dans les tiroirs. Mais ça, c'est le premier maillon d'alignement que nous avons essayé de faire. Le deuxième maillon aussi, c'est dans la modélisation, la définition des trajectoires. Donc, les trajectoires, c'est un exercice que chaque chercheur peut faire. Mais la pertinence est le premier critère de cet exercice. À quoi elle contribue aux enjeux stratégiques de l'heure. Et donc, ce sont des questions que nous sommes tous posées dans les travaux techniques. Est-ce qu'on va contribuer, par exemple, si je prends le cadre de l'énergie, à l'accès universel? Parce que c'est un objectif de court terme. Mais au-delà de l'accès universel, est-ce qu'il y a aussi la contribution climatique? Donc, ce sont ce qu'on appelle souvent, c'est la scénarisation basée sur des dimensions. Ce sont des dimensions stratégiques qui nous ont permis, en tout cas, de considérer et de revoir. Parce que on l'a commencé en 2021, là nous sommes en 2025. C'est parce qu'on a revu toujours en collaboration avec les sectoriels qui étaient dans les travaux de groupe. Donc, pour dire que c'était un exercice évolutif, pertinent, mais aussi surtout cohérent. Parce que là, on peut dire que le document actuel traduit les orientations actuelles du Sénégal. Parce que ce n'est pas ENDA qui l'a fait, mais c'est l'ensemble des acteurs et qui étaient en tout cas issus des ministères sectoriels. Ce ne sont pas aussi des ministères seulement, mais il y a aussi les acteurs non étatiques. Ils ont beaucoup aussi appuyé l'élaboration des trajectoires. Donc je pense que on peut toujours continuer. Nous sommes habitués à ces exercices, nous l'avons fait à plusieurs reprises, mais je pense qu'aujourd'hui, l'idée c'était juste de voir, on a tous contribué à la construction de ce rapport. C'est un rapport provisoire. En termes de prochaine étape, on va revoir le rapport sur le plan technique et stratégique pour intégrer tous les inputs additionnels, pour que réellement ce rapport puisse être mieux porté par les politiques et aussi surtout
faciliter la mise en œuvre des trajectoires pertinentes. Donc je pense que c'était ça l'objectif. Donc en tout cas, merci encore pour surtout, on commence toujours par nos leads parce qu'on a des groupes thématiques épaulés par les ministères de tutelle, mais les leads industrie, infrastructure, transport, agriculture, le BAM qui n'est pas là mais qui a vraiment joué de son, mis à contribution son expertise sur la modélisation agricole. Le BAM, c'est le bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA. Les structures techniques sur les déchets liquides et solides. Et vraiment, je pense que c'était, je peux dire, l'ensemble de l'expertise du Sénégal qui a été mis en contribution. ENDA était là juste pour coordonner et appuyer et orienter. Mais je pense que sur ce point, on va laisser maintenant nos deux, en tout cas les deux ministères et bien sûr l'AMS juste pour le dernier mot, en tout cas pour clôturer cette session qui tire un peu en longueur. Donc, merci Samba. Donc, nous allons magnifier déjà ce cadre qui nous a permis un peu de présenter la LTS, mais également de partager brièvement les résultats qui ont été acquises. Donc, juste préciser, faire un petit rappel par rapport à la vision. Donc, c'est une vision qui a été lancée et qui a servi de base sociale à l'élaboration de ces stratégies long terme. Et comme Samba l'a dit, c'est une stratégie qui a développé des trajectoires et autour duquel des transitions à l'échelle sectorielle ont été élaborées. Et ces transitions-là ont impliqué l'ensemble des acteurs. Donc, un peu pour répondre à la question de l'alignement entre les projets, entre le PNA. Le PNA est un projet qui a été développé avec des acteurs qui ont intégré les transitions qui ont été développées autour de la stratégie long terme. Donc, juste pour parler un peu de la prise en compte de la dimension régionale, parce que c'est une stratégie qui a été alignée avec un ensemble de politiques nationales comme internationales, mais également avec la vision 2050 qui nous sert de référence au niveau national. Donc, juste également magnifier quelques propos qui ont été développés. Entre autres, on a parlé de transition écologique. Nous avons parlé également de la question de financement qui est vraiment un point assez important qui permettra de mettre en œuvre cette stratégie, de mettre en œuvre l'ensemble des mesures concrètes qui ont été énoncées au niveau des transitions. Il y a également la question du besoin en technologie qui, entre autres, permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui est l'un des objectifs centres de cette stratégie, mais également développer durablement le Sénégal, mais aussi créer de la valeur ajoutée, qui sont des points phares qui tournent autour de la transition écologique. Donc, comme dernier mot, en tout cas, magnifier votre présence, dire également que le ministère de l'Environnement est prêt, en tout cas, à renforcer cette collaboration entre l'ensemble des sectoriels qui sont ici présents, entre l'ensemble des acteurs que sont les collectivités territoriales qui vont jouer un rôle important dans la promotion de cette initiative. Parce que c'est une initiative du Sénégal. Ce n'est pas une initiative des ministères, c'est une initiative du Sénégal parce que ça va permettre au Sénégal de respecter son engagement envers l'accord de Paris. Donc, magnifier également l'ensemble de la collaboration avec l'ensemble des acteurs qui ont travaillé d'arrache-pied à faciliter l'élaboration, à faciliter la mise en œuvre de cette stratégie long terme. Donc, je vous remercie. Je vais passer la parole à Yahya du ministère de l'Énergie. Samba, si vous me le permettez. Merci Fatma. Bon, je vais juste ajouter deux mots, puisque les interventions ont été très exhaustives, surtout les contributions qui ont été faites. Alors, ce que je retiens, c'est la synergie et la mise en œuvre, comme deux mots. Et de ce point de vue, nous avons appris à travailler ensemble dans l'élaboration, donc il faudra qu'on travaille ensemble aussi dans la mise en œuvre, c'est très important. Et pour tout ce qui est synergie, je n'ai pas d'inquiétude à me faire, puisque les volontés ont déjà été manifestées et à travers les différents cadres existants.
mais aussi hein, à travers la primature qui est ici représentée. Je salue le conseiller technique du Premier ministre. Je pense que ces deux canaux à travers lesquels je pense qu'on pourrait bien mettre en place cette mise en œuvre-là. Et juste pour rappeler du point de vue au niveau du ministère de l'Énergie, la LTS est un engagement hein, du JETP. Ça aussi, il faudrait. C'est la raison pour laquelle nous sommes très regardants par rapport à ce qui se fait. Et il est heureux également cette synergie qui est développée entre la modélisation IRENA et LTS. Et je pense que ça aussi, c'est un modèle à magnifier, mais également à faire, à perpétuer. Donc sur ce, je vous remercie vous tous pour avoir bien voulu participer à ce débat et à très bientôt pour la mise en œuvre.